Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous occupiez un poste trop élevé par rapport à vos compétences, que vous ne méritiez pas cette augmentation ou cette promotion, qu'un jour, tout le monde verra que vous n'êtes qu'un charlatan et que vous l'aurez bien mérité? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je ne suis pas l'élu. Vous avez le pouvoir, mais on dirait que vous attendez quelque chose. Par conséquent, si un employé a un problème, l'entreprise a un problème. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout d'abord une variante de manque d'estime de soi qui se manifeste le plus souvent dans le cadre professionnel, mais pas que. C'est une dépréciation de soi et de ses compétences. Et vu que c'est souvent dans le domaine pro que cela se mesure, c'est souvent au travail qu'on doute sur ses compétences. C'est en 1978 que les psychologues Pauline Rose Clance et Susanna Imes mènent une étude sur 150 femmes qui conclut que malgré des savoirs et savoir-faire objectifs de la part de ces femmes, elles attribuent les mérites de leur réussite à la chance ou à des facteurs externes et non pas à des facteurs internes. Mais ce syndrome n'est pas uniquement manifeste chez les femmes. De nombreux hommes en souffrent également, seulement ils en parlent un peu moins facilement. Cela a plus à voir avec le niveau d'études, de formation et d'expertise dans un domaine qu'avec le sexe du sujet. Ça arrive aussi sur des fonctions autres que le professionnel, ça peut être le scolaire bien sûr, mais aussi l'amitié, l'amour, la parentalité, etc., etc. Le trait commun à ces personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur va donc être leur réelle compétence. Et j'insiste là-dessus, elles maîtrisent véritablement leur sujet. Elles le maîtrisent tellement leur sujet qu'elles en ont une vision suffisamment large pour savoir ce qui fait défaut dans leurs connaissances. Malheureusement, ce syndrome vient se loger dans ce manque, pourtant inhérent à tout savoir. Une société dont les valeurs de réussite et de performance sont toujours mises en valeur peut être un terreau fertile à l'expression et au développement de ce type de syndrome. Si on n'est pas parfait, c'est donc qu'on n'a aucune valeur. Les milieux scolaires et professionnels sont donc particulièrement propices au syndrome d'imposture puisqu'il n'y est quasiment pas permis de montrer du doute ou des manquements. Bonsoir Néo. Qui vous a dit comment je m'appelais? Je te connais par cœur. Et t'es qui? Je suis chargé du recrutement. Je viens pour t'offrir un poste dans la société de Morpheus. Ouah, trop cool, je viens direct. Bon super, on t'appelle dès demain matin. Allô Néo, sais-tu qui est à l'appareil? C'est les RH. Oui. Par contre, tu feras gaffe, il y a les chauffeurs Uber qui viennent pour te recruter. Oh merde. Oui. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Pas que tu conduises un Uber, quelle question. Bon, tu vois la fenêtre, là, tu l'ouvres, et tu sautes, et nous, on te rattrape en bas. Mais ça va pas. Non, mais je pourrais me tuer, c'est de la folie. Oh, c'est dingue. Bon, bah, je crois que je vais devoir aller bosser chez Uber. On va avoir des doutes permanents et angoissants sur sa capacité à savoir mener à bien une tâche. Un sentiment de honte et un manque de considération de ses réelles compétences. Une culpabilité à occuper un poste dont on se sent illégitime en pensant que d'autres seraient eux bien plus légitimes que nous. Une incapacité à libérer son plein potentiel par peur de réussir. Du perfectionnisme pour prouver sa valeur et sa compétence aux autres, bien sûr, mais surtout à soi. Du négativisme en ce qui concerne les réussites, il s'auto-attribue volontiers les raisons d'un échec par contre. Une exagération sincère, et j'insiste, de la modestie pour ne pas recevoir de félicitations quelles qu'elles soient. Une croyance surévaluée dans la responsabilité des échecs dus le plus souvent par auto-sabotage que par réel manque de compétences. Les réussites, quant à elles, sont majoritairement attribuées à des facteurs externes, c'est-à-dire à l'environnement. Il y a une fixation sur ce qui fait défaut sans pouvoir accorder autant de valeur aux qualités et compétences existantes. Enfin, une peur et de l'anxiété qu'un jour le masque tombe et que le monde entier finisse enfin par découvrir la supercherie. Attention en tout cas, car les études et la clinique montrent bien que très souvent, chez les syndromes de l'imposteur, on va avoir comme comorbidité des syndromes d'anxiété et de dépression qui sont vraiment très présents. Donc il faut consulter et se faire aider pour que la situation ne s'envenime pas. Dans le cas où on laisse quelqu'un s'enliser dans ce fonctionnement, il n'est pas rare de retrouver des comportements perfectionnistes, ce qui mène à du surmenage et du burn-out,
Alors que d'autres vont quant à eux opter pour de la procrastination et donc préparer inconsciemment les échecs qui viendront valider leur croyance d'incompétence. Parlons peu, parlons bien, monsieur Anderson. Est-ce que vous avez des bonbons à la menthe et des petites bouteilles d'eau pour votre véhicule? Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai pas le permis, donc je vais aller bosser chez Morpheus. Je suis Morpheus. Très honoré de te voir enfin. Non. Tout l'honneur est pour moi. Et tiens, j'ai un super jeu pour toi. Tu prends la bleue, t'as un Dunning-Kruger, tu comprends que dalle mais tu crois que t'es super fort. Par contre, tu prends la rouge, t'es vraiment super fort, mais tu doutes de toi tout le temps. Non mais pour de vrai, hein, tu vas vraiment croire que t'es pas à la hauteur et que t'es pas fait pour le job. Ouais, je m'en fous, je veux pas un Dunning-Kruger. C'est bon, il a signé les papiers. Youpi! Ouais, trop cool. Ouais, trop fort. Donc maintenant, va falloir que tu fasses les impôts, la compta, le ménage, et que tu dézingues tous les mecs d'Amazon. Non. J'y arriverai pas. C'est impossible. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Neo. Je veux un Dunning-Kruger. Un Dunning-Kruger, vous m'entendez? Pour les personnes manifestant un syndrome de l'imposteur, la conscience de ce qu'elles ne savent pas est au premier plan. Elles sont convaincues de ce qui manque à leur savoir et à leur savoir-faire. Elles sont en général, comme nous l'avons dit, objectivement compétentes dans leur domaine, ce qui fait qu'elles ont une idée précise de ce qu'elles ne savent pas ou ne maîtrisent pas. C'est très exactement l'inverse d'un syndrome Dunning-Kruger où l'individu sait peu de choses et n'a donc pas la faculté de savoir ce qui fait défaut à son raisonnement et à sa compétence imaginaire en tout cas. Là où le Dunning-Kruger va avoir une confiance extrême dans le peu qu'il maîtrise, l'expérience de l'imposture ne se fixe que sur le plan qui ferait défaut. Là où l'un va se présenter une confiance en soi et de la certitude, l'autre va au contraire se faire tout petit et manifester une incertitude maladive. C'est donc très important que pour un syndrome Dunning-Kruger, l'individu fasse preuve de moins de certitude et continue son apprentissage pour prendre connaissance de ce qui lui fait réellement défaut. L'imposteur autoproclamé doit quant à lui accepter que l'erreur, l'échec et les manques ne sont pas étrangers à la maîtrise d'un sujet. Je vous renvoie bien sûr à ma vidéo sur l'effet Dunning-Kruger si vous pensez que trop maîtriser ce sujet. T'as été super bon sur le dernier dossier, Neo. Alors tu sais quoi? Tu vas être l'employé du mois. Eh ouais, super. Avoir confiance en moi. Avoir confiance en moi. Aucun problème. Allez, c'est parti. Croyez-vous être compétent ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Connais-toi toi-même. Ça veut dire que tu as des compétences, tu ne les as pas toutes, mais tu en as suffisamment pour réussir. Tenez. Prenez un cookie. Mangez-le, je vous promets que ça ira beaucoup mieux. Ouais bon, j'ai toujours le sentiment d'être une triple buse, mais bon. Maintenant j'ai un cookie. T'as un cookie, c'est bon, t'es l'élu. Pour celles et ceux qui peuvent souffrir de ce syndrome d'imposture, voici quelques pistes. Accepter les échecs et erreurs. Ça paraît simple, mais c'est pourtant primordial, puisqu'en opposition aux pensées biaisées qui font obsession au sujet. Accepter que personne ne peut présumer de tout savoir dans son intégralité, mais que ce qu'il connaît est suffisant pour accomplir une tâche. Que ce soit un diplôme, un entretien d'embauche ou n'importe quoi d'autre, ce droit ou cette autorisation qui est donnée pour mener une mission professionnelle n'a pas été donné en pensant que le ou la professionnelle allait forcément tout réussir, mais au contraire que face à une difficulté ou un imprévu, cette personne est suffisamment porteuse de compétences pour finir par trouver une solution vers la résolution de la tâche. Rien de plus. J'aime bien aussi rappeler à mes patients leurs priorités dans la vie. Hiérarchiser ce qui est vraiment important pour eux, afin de se rappeler qu'au final, le travail n'est pas la chose la plus importante. Ça a souvent pour effet de diminuer les attentes trop fortes qu'ils ont envers eux au travail, d'être davantage bienveillants envers eux-mêmes. Reconstruire son estime de soi, avoir suffisamment confiance en soi pour oser tenter de réussir. L'essai va mener à la réussite, l'inaction et la fuite, non. Enfin, il est fondamental de chercher envers quelle personne et envers quel discours de l'enfance on souhaite répondre en voulant tant correspondre à un idéal.
Car on retrouve toujours un moment où la personne a mis en place ce comportement et se mettre la pression de réussir, de tout savoir, d'être parfait pour se faire accepter, trouver une place ou se faire aimer d'une personne importante dans l'enfance. L'enjeu est de rapidement se défaire de ce schéma répétitif et inconscient. Si dans ces pistes, certaines ne vous semblent pas faciles ou atteignables, je ne peux que vous conseiller de vous faire aider par un professionnel. Il a quand même pas eu un cookie. Par la force du cookie. Il a bien eu le cookie. L'employé de l'année. Bon ben ouais, en fait, je suis super compétent. Pour conclure, je souhaite attirer l'attention sur les risques de dépression et d'anxiété sociale qui sont les conséquences à moyen long terme. Régler le syndrome de l'imposteur va régler à la source ces deux problématiques et soigner le mal à la racine. Et ça, c'est toujours mieux. Parce que les antidépresseurs et les anxiolytiques ne régleront jamais ce problème. Si vous vous demandez si vous avez vous-même un syndrome de l'imposteur, je vous mets en description sous cette vidéo, en plus des sources, l'échelle de Clance du phénomène de l'imposture, qui est un questionnaire en 20 items afin d'avoir une idée précise vous concernant. Je vous remercie d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire et surtout de partager la vidéo car elle peut tout à fait aider quelqu'un que vous connaissez. Je remercie chaleureusement les tipeurs de l'extrême qui me permettent de garder du sens à ce que je fais et de m'encourager. Et si vous souhaitez vous aussi me soutenir dans ce projet de vulgarisation, Tipeee est une bonne façon de m'aider. Une petite dernière information avant de terminer cette vidéo, c'est que vu que je vais avoir beaucoup de travail là facilement jusqu'à septembre prochain, je vais faire des va te faire suivre moins écrits de nouveau, beaucoup plus spontanés, peut-être un peu moins recherchés dans les sources et certainement moins travaillés dans le... Mais j'en ai marre. En tout cas, si t'es aussi mal que t'en as l'air, débranche, mec. Vas-y. Certainement moins travaillé dans le montage aussi. Donc, du coup, si vous avez la possibilité, et si vous êtes intéressé en tout cas par la neuropsychologie, il y a une chaîne complètement barrée avec beaucoup d'horreur, de second degré ou quoi que ce soit, dont je vous mets le lien sous la vidéo et vous trouverez de la neuropsy. Alors c'est tout en anglais, c'est complètement barré, faut s'accrocher un peu, mais si vous êtes passionné de psychologie et de neurologie, ça va vraiment vous plaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.